Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le plateau de votre émission En débat sur KTO. L'écologie est-elle un luxe que les Français ne peuvent plus se payer? Peut-on parler climat sans évoquer la justice sociale? Les chrétiens sont-ils assez engagés pour la sauvegarde de la planète? Nous sommes 10 ans après Laudato Si et en plein milieu de la COP30 qui se tient à Belém au Brésil. Alors nous allons essayer d'y voir un petit peu plus clair pour évoquer ces enjeux de justice climatique et l'engagement des chrétiens. Je reçois aujourd'hui Cécile Duflot d'Oxfam et Maxime Pavlak, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonsoir Cécile Duflot. Bonsoir Jean-Pierre Denis. Vous avez été secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, ministre du Logement à l'époque de François Hollande, du logement et de l'égalité des territoires, ce qui est une question aussi importante dans ces sujets de justice sociale. Vous dirigez aujourd'hui Oxfam France, une ONG dont le rapport sur les inégalités fait chaque année l'événement. Peut-être un petit mot sur cette ONG Oxfam que les Français ne connaissent pas toujours. Alors Oxfam, c'est une ONG qui lutte contre la pauvreté et les inégalités, qui existe dans 85 pays dans le monde, qui fait à la fois des actions humanitaires de terrain, des actions de développement et aussi tout un travail de plaidoyer, donc qui s'attaque aux causes de ces inégalités et de la pauvreté, et notamment en publiant des rapports qui documentent la réalité et surtout les moyens de s'attaquer aux problèmes. Alors le plaidoyer, on a entendu un plaidoyer très très fort il y a quelques jours, avec ces propos de Cyril Dion qui a comparé les morts du terrorisme et les morts des effets du climat. C'est une comparaison qui a pu choquer, en tout cas qui a vraiment fait débat. Ça vous a choqué, vous, Cécile Duflot ? Je comprends que ça puisse choquer, parce que ce n'est pas exactement la même chose. Dans un cas, vous avez, et notamment ce qui s'est passé en France, des hommes qui tuent froidement d'autres hommes. Dans un autre cas, c'est un processus qui est plus diffus. Donc c'est vrai que, qui plus est, au moment de l'anniversaire, je comprends que des gens aient été heurtés, mais ce que je crois que Cyril Dion a essayé de faire, c'est d'alerter sur la réalité des conséquences actuelles du changement climatique, qui sont des conséquences mortelles pour une partie de la population, y compris en France. La France est le pays le plus vulnérable d'Europe aux conséquences du changement climatique. On le sait peu, mais c'est une réalité. Maxime Pavlak, je disais que vous êtes ici au nom des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Je crois que vous avez même fondé la branche, enfin le comité qui s'occupe d'écologie, de transition écologique au sein de cette association. Mais vous êtes aussi un entrepreneur. Oui. Vous avez fondé une société à mission qui s'appelle Éloi. Alors je ne sais pas si c'est une allusion à Saint-Éloi. C'est une allusion à Saint-Éloi, c'est le saint patron des agriculteurs, Saint-Éloi, voilà, donc si on ne le savait pas. Et effectivement... C'est pas celui des chasseurs ? Alors, Éloi, il est multicasquette, c'est aussi les orfèvres, voilà, donc... Et il a eu un parcours riche. Et en fait, Éloi, on est une entreprise à mission, effectivement, et on œuvre dans l'agriculture sur deux enjeux. Le renouvellement des générations, faire en sorte que les 200 000 fermes françaises qui sont à transmettre dans les 10 ans soient reprises par des jeunes qui s'installent. Et en même temps, faire en sorte que ces jeunes qui s'installent aillent vers la transition et vers des pratiques durables au sens large. Donc c'est les deux en même temps et c'est ça notre mission. Alors on va parler d'agriculture évidemment dans cette émission, mais auparavant, il y a un autre anniversaire qui me revient à l'esprit, c'est celui de Laudato Si, l'encyclique du pape François qui était pour beaucoup de chrétiens, mais aussi de gens très éloignés de l'Église, un grand événement. J'ai envie de vous dire, 10 ans après, Cécile Duflot, qu'est-ce qu'il en reste ? Est-ce que ça vous a marqué, je sais, mais qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Alors, Oxfam, c'est une organisation qui n'est ni partisane ni confessionnelle, mais à titre personnel, c'est sûr que la lecture de l'encyclique, je m'en souviens comme effectivement un vrai choc, parce que c'est la première fois qu'un texte aussi engageant, aussi puissant dans sa dimension d'intégration d'une écologie, d'une vision écologiste du Sud, avec cette idée de la dette écologique, était publiée par, de fait, un leader mondial, puisque le pape, il a son rôle dans l'Église catholique, mais c'est une voix qui porte au-delà des sphères strictement religieuses. Et c'est vrai que ce texte, il est très marquant, encore aujourd'hui d'ailleurs. Il n'a pas perdu de son actualité. Ce qui, à rebours, montre aussi que voilà, c'était il y a 10 ans et depuis,
Les choses se sont un peu étiolées, mais ça n'empêche que ça marque un moment très important. Comme on fête aussi les 10 ans de l'accord de Paris, qui, sur le moment, pouvait interroger sur sa force, mais qui reste une espèce de point fixe et de point de mesure important des engagements tenus, ou plutôt non tenus. Il y a un lien d'ailleurs entre l'accord de Paris que vous évoquez et cette encyclique, puisque je me souviens d'avoir entendu le pape François me raconter que c'était Ségolène Royal, figurez-vous, qui était venu lui glisser dans l'oreille quand le pape était venu parler au Parlement européen de Strasbourg, que ça serait bien que l'encyclique paraisse un petit peu avant le sommet de Paris. Donc vous avez raison de faire ce lien entre les deux. Il y a eu ce qu'on appelle un momentum autour des questions climatiques, c'est-à-dire que l'ensemble du monde était au chevet de ce sujet-là, et on voit bien, 10 ans après, au moment de la COP de Belém, que les choses sont très différentes, puisqu'il y a un certain nombre de dirigeants qui ne sont pas présents. Donc on peut se languir un peu de cette époque où vraiment le climat était à l'agenda médiatique, politique, et aussi une force d'engagement, et on fait face à des moments à la fois de repli et puis surtout un backlash, une opposition très féroce, mais ça reste et ça date et ça s'inscrit dans l'histoire. Donc il ne faut pas perdre espoir qu'il puisse y avoir justement une inversion du discours actuel, et ça peut se baser sur ce qui s'est passé à Paris, sur cette trajectoire qui doit tous nous engager à agir. Et vous n'avez pas l'impression quand même que chez les citoyens, les chrétiens déjà, mais l'ensemble de la société française, il y a une conscience un petit peu plus grande, d'ailleurs au fil peut-être de quelques catastrophes ou événements climatiques aujourd'hui qu'il y a 10 ans ? Alors, je crois qu'effectivement, la conscience dans la population, elle est bien plus grande que ce que croient un certain nombre de dirigeants politiques. On le regarde dans toutes les études, et pour une réalité aussi factuelle, c'est-à-dire que les conséquences du changement climatique, on les vit. On les vit dans les pays du Sud, ça je l'ai dit, mais on le vit aussi en France. On a vécu avec la Gironde les premiers méga-feux qu'on a connus en France. Il y a des milliers de maisons qui sont affectées par ce qu'on appelle le retrait-gonflement des argiles, et donc des fissures et des maisons inhabitables. Il y a des inondations massives, réitérées très régulièrement, qui rendent certains quartiers inhabitables. Ça pose des problèmes dans l'augmentation du coût de l'assurance. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. La réalité du changement climatique, elle impacte nos vies. Et comme on est aussi tous très attachés au paysage de notre pays, à notre patrimoine, un rapport a été publié par le réseau Action Climat qui montre les impacts sur les châteaux en France que pourrait avoir le changement climatique. Imaginez que Chenonceau tiennent plus sur ces arches, ça peut évidemment aussi mobiliser tout le monde, de se dire en fait, quand on défend le climat, on défend l'endroit où on vit, on défend notre environnement, on défend notre avenir et celui de nos enfants. Donc je pense que cette conviction-là, elle est assez largement diffusée, mais il y a des moments politiques, et le moment qu'on vit, où certains capitalisent en étant anti-écolo. Je pense que c'est pas seulement idiot, mais c'est très triste, parce qu'on perd du temps. Mais je crois que si on avait la capacité d'avoir un horizon qui soit un horizon de transformation à la fois de justice sociale et de transition écologique, je pense qu'on embarquerait la population assez largement. Anti-écolo, Maxime Pavlak, c'est le sentiment que vous avez quand vous parlez à des chefs d'entreprise aujourd'hui ? Non, il y a aux EDC, comme ailleurs, toutes les tendances. C'est vrai qu'il y avait du chemin à parcourir. Nous, on a mis 8 ans, après Laudato Si, à sortir une commission conversion écologique aux EDC, dont j'ai pris la présidence. On a ensuite mis du temps à élaborer un itinéraire qui s'appelle « Entreprendre pour la maison commune ». J'aime bien ce titre, j'aime bien rappeler que c'est notre maison commune. Voilà. Donc on agit par rapport aux humains qui habitent la planète. C'est notre devoir de chrétien pour protéger la création que Dieu nous a confiée. Et je trouve que chez les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, si on se rattache à la logique et à la dimension spirituelle de la question de pourquoi il faut défendre, prendre soin de la création que Dieu nous a confiée, on arrive à rallier tout le monde. Voilà. Mais il faut le prendre sous l'angle spirituel. Je pense qu'il y a une grande méfiance, particulièrement en France, sur la notion d'écologie politique, parce qu'elle peut charrier avec elle un certain nombre d'autres notions auxquelles un certain nombre de chrétiens peuvent être opposés. Et donc il peut y avoir cette difficulté-là, en tout cas de prime abord, avec le mot écologie. Donc voilà, ça c'est autre chose pour moi. Mais sur le fond, on arrive à réexpliquer aux chrétiens et aux EDC pourquoi il faut agir
pour la maison commune, pourquoi il faut agir pour les plus fragiles qui sont les premières victimes, on va y revenir. Et ça se comprend très bien et je vois vraiment des mises en mouvement, moi, de mon côté. Et vous ne voudriez pas tout de même que le nouveau pape se prononce un peu plus vigoureusement pour encourager ce qui serait le plus dur à convaincre? On ne l'a pas beaucoup entendu, il faut dire. Le pape, à la différence de son prédécesseur, le pape François, qui en avait fait un axe très fort de son pontificat. Oui, moi je ne suis pas inquiet là-dessus. Je pense qu'effectivement, il laisse un temps reposer avant de pouvoir reprendre les sujets. Et je ne pense pas qu'il soit désaligné avec le pape François sur ces questions-là. Je pense qu'il est aligné sur beaucoup de choses d'ailleurs. Et donc, ça reviendra. Et tout comme on disait, il y a un backlash, certes, mais je pense qu'un backlash, quand il est sur une idéologie, peut effectivement osciller et revenir, mais sur un fait scientifique, je ne suis pas très inquiet qu'on va se reprendre de toute façon, malheureusement, en boomerang, les effets et les conséquences du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, de la pollution, et que il va bien falloir se rendre à l'évidence. Donc ce backlash ne pourra pas durer très longtemps. Pardon, backlash, vous voulez dire que là, l'écologie est en quelque sorte victime, en fait, d'un retour de bâton, sujet qui serait devenu aujourd'hui... Alors, on en parlait de la prise de conscience des Français. Donc, est-ce qu'il y a une progression ou est-ce qu'il y a un retour en arrière? J'aimerais peut-être vous entendre un peu plus là-dessus. Là où il y a un backlash, c'est que la position climato-sceptique prend de l'ampleur en pourcentage de personnes qui y croient. C'est-à-dire que et ça, c'est assez étonnant, puisqu'on peut être surpris du fait que, malgré l'évidence scientifique, il y a de plus en plus de gens qui croient que c'est faux. Voilà. Et donc ça, on peut s'étonner de ça. Mais je pense que sur la durée, ça va revenir, comme je le disais, à partir du moment où il y a un fait, une réalité scientifique, à partir du moment où on peut le constater nous-mêmes tous les jours, au bout d'un moment, et même si aujourd'hui la logique des réseaux sociaux et d'autres canaux font que on peut croire à des choses qui sont fausses, et on le voit malheureusement de plus en plus et tous les jours, à un moment donné, on va le constater par nous-mêmes et ça va revenir. C'est votre sentiment aussi, Cécile Duflot ? Alors, c'était mon sentiment et j'allais dire que je me disais, de toute façon, y compris les Américains qui sont aussi sur un territoire vulnérable, parce qu'il faut voir que là où il y a la voie, on va dire, à la fois climato-pas-sceptique, mais qui est même totalement obscurantiste, c'est celle du président des États-Unis sur le sujet. Je me disais, en fait, il va y avoir des vraies catastrophes, exactement comme vous dites, parce que le sujet, c'est la science et que c'est une réalité factuelle. Et que du coup, ça va les pousser à réagir. Le problème, c'est qu'on est dans un tel moment obscurantiste qu'il y a un certain nombre de voix qui, aux États-Unis, disent que les incendies, les catastrophes naturelles, c'est une vengeance divine et qu'il faut prendre ça sous un autre plan et le sortir complètement du débat scientifique. Donc ça ne me rassure pas. Parce que je me dis qu'effectivement, il y en a certains qui sont partis dans une autre logique complètement affolante. Et du coup, ça alimente le fait que certains, en Europe, puissent se dire « Ah, mais il y a une option qui est d'utiliser des arguments totalement absurdes et de capitaliser en étant anti-écolo ». Pas seulement par conviction, mais aussi parce que, du coup, on va bénéficier du soutien d'une forme de dynamique américaine entre certains milliardaires, notamment de la tech, et le président américain. Donc ça, c'est quand même un petit signe d'inquiétude, parce qu'il peut y avoir un opportunisme dans ce domaine-là. En même temps, dire que les catastrophes ont une origine divine, c'est un peu ce que dit la Bible. Hein. Quand on ouvre l'Ancien Testament, c'est beaucoup ça. Après, une relecture d'événements catastrophiques. Oui, alors là, le truc, c'est qu'on sait quand même que si les océans se réchauffent, il y a plus de vapeur d'eau dans les nuages et donc des pluies plus violentes. Pour le coup, c'est documenté scientifiquement. Alors, je ne sais pas ce que fait ou ce que fait pas. J'imagine qu'il a des choses plus importantes à gérer quand même, Dieu. Mais dire que c'est parce qu'on a autorisé l'IVG que Dieu se venge et que du coup, il y a des incendies, je pense que ça stérilise totalement la capacité de réflexion. Et là où je dis que ça m'inquiète, c'est que je pense que certains ne sont pas forcément convaincus par ce type d'argument. Mais en revanche, certains politiques se disent... Comme il y a un soutien, y compris financier, et des réseaux sociaux détenus par certains, il peut y avoir un opportunisme. Donc ça, je trouve que c'est
petit peu une source d'inquiétude. C'est pour ça que vous l'avez dit, la parole de grand leader sur la question est attendue et c'est dommage que le nouveau pape ne se soit pas encore exprimé sur le sujet. Comme n'importe qui, d'ailleurs, on a besoin de la présence des dirigeants mondiaux à la COP de Belém et certains n'y sont pas et c'est regrettable. Alors vous êtes sur KTO et vous nous écoutez peut-être aussi sur KTO Radio dans l'émission En débat. On va peut-être suggérer au nouveau pape un texte sur les rapports entre la science et l'écologie, puisque c'est vrai que c'est un homme qui a fait des études de science, il est mathématicien, donc après tout, ce serait un bon thème pour une autre encyclique. Mais on va revenir sur des sujets peut-être plus concrets. On parlait d'inégalité, de sentiment que l'écologie, peut-être, c'est pour les riches. Il y a eu Maxime Pavlak a eu cet événement au BHV à Paris avec l'arrivée de Shine, donc des vêtements très très bon marché. Vous qui êtes entrepreneur, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée qu'il faudrait finalement pour les riches le luxe d'une écologie, puis pour les gens qui n'ont pas de moyens, pour les jeunes, une ultra fashion, mais aussi la mode donc, et la consommation qui vont avec à petit prix. Vous en avez pensé quoi ? Je ne peux pas en penser du bien, parce que derrière Shine, si on imagine uniquement l'avantage pour le Français qui va pouvoir acheter à pas cher et que cette réalité-là, ça peut sembler séduisant. En réalité, il y a aussi une casse sociale énorme derrière la manière dont sont fabriqués les produits, une casse écologique énorme, et puis en réalité des produits qui par ailleurs ne sont pas durables, qui incitent à la consommation de très courte durée, qui donnent une illusion de pouvoir d'achat, mais qui n'est pas une réalité, tout comme d'ailleurs la tendance générale à la dégradation de la qualité et de la durée de vie des produits, quel qu'il soit, va donner une impression d'un maintien du pouvoir d'achat, alors qu'en réalité, il faut racheter de plus en plus souvent, donc ça n'est pas le cas. Et donc, on dégrade, ce faisant, la planète. En réalité, on dégrade le pouvoir d'achat, puisque les produits ne sont pas durables. Et on encourage une culture de la surconsommation, puisque ce n'est pas juste la consommation de nécessité, c'est une culture de surconsommation et du jetable qui ne fait aucun bien à l'âme, on pourrait dire, nous chrétiens, voilà, mais au cœur, pour même de manière plus large. Ce n'est pas ce dont l'homme a besoin pour être heureux. Donc là, il y a un problème majeur de culture appauvrie dans laquelle on va penser que c'est bien de pouvoir consommer et que c'est comme ça qu'on va être heureux. Et en réalité, ce n'est pas le cas. Et vous avez vu quand même, tous les deux, j'imagine, cette longue file d'attente de jeunes devant l'ouverture de cette boutique. Ça vous a quand même, j'imagine, interpellé ? Il y avait à la fois cette file d'attente, puis il y avait aussi plein de gens qui manifestaient contre la présence de Chine, donc il y a les deux. Ce qui est sûr, c'est que ça pose la question de la réglementation. D'ailleurs, on voit bien que l'État français a été questionné et a été assez incisif sur les obligations qu'il demandait à cette plateforme, parce que la question, c'est de savoir si, oui ou non, on laisserait rentrer en France des produits qui sont... Il y a deux sujets qui sont toxiques, notamment les produits dits de beauté ou de cosmétiques qui peuvent être dangereux pour la santé, tout simplement, mais aussi des produits, comme vous l'avez très bien dit, qui sont produits dans des conditions sociales et environnementales désastreuses. Et je pense que la question de savoir, et notamment si on veut pouvoir aussi faire en sorte que des productions de bonne qualité aient lieu en France, ça va être de se dire... Il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas importer en France. Vous ne pouvez pas importer des produits qui risqueraient d'empoisonner les gens. Vous ne pouvez pas importer des jeux qui ne respectent pas pour enfants certaines normes. Eh bien, on devrait se dire qu'il n'est pas possible non plus de laisser rentrer en France des produits qui mettent en danger la santé des consommateurs, mais aussi la santé de ceux qui produisent ces produits. Il y a des normes au sein de l'Organisation internationale du travail, et je pense qu'on devrait dire que le respect de ces normes est la base pour pouvoir importer des produits en Europe. Je pense que là, cette question, maintenant, on y est confronté de manière très nette, sans compter effectivement l'autre débat sur la surconsommation, qui est un débat très important pour Oxfam, parce qu'Oxfam est né avec des boutiques de seconde main en Grande-Bretagne, qui sont très nombreuses. On en a 7 aujourd'hui en France, sur l'idée qu'effectivement, on peut consommer différemment. On peut consommer des produits qui sont produits dans des bonnes conditions sociales et environnementales, ce qu'on appelle le commerce équitable, mais on peut aussi consommer de la seconde main, notamment en matière de vêtements, et arrêter vraiment de manière très nette avec ce qu'on appelle la fast fashion ou l'ultra fast fashion, où en fait, on provoque l'achat de vêtements comme si c'était des biens de consommation qu'on prend et qu'on jette. Donc,
se reposer la question de nos modes de consommation, de comment on les gère eux aussi, puisqu'il y a eu une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale et au Sénat, et qui pour l'instant est encore dans les limbes, pour justement empêcher l'importation de ces produits d'ultra fast fashion qui ne correspondent pas et qui ne doivent pas correspondre à un modèle qui est un modèle durable et soutenable. Vous parlez de lois, de normes à appliquer. En même temps, on voit qu'on est dans une époque dans laquelle on reproche justement, alors en particulier à l'Union européenne, et en particulier dans le monde agricole, de recourir à des normes toujours plus contraignantes. Et on a parlé de backlash, c'est-à-dire de révolte finalement, de retour en arrière, de volonté de revenir en arrière. On est dans une situation politique et sociale dans laquelle c'est pas très bien vu de rajouter de nouvelles normes. Alors on fait comment ? Alors, je pense qu'il faut aussi avoir le débat très franc sur ces questions-là. Les normes, historiquement, elles ont évité que les gens s'empoisonnent. On sait aujourd'hui, quand on va acheter de la nourriture dans un magasin, qu'on n'a quasiment aucune chance de s'empoisonner. D'ailleurs, si jamais il y a un produit qui est contaminé, on a des procédures de rappel hyper efficaces. On peut tracer l'ensemble des produits usine par usine. C'est protecteur. Il y a tout un tas de normes qui sont protectrices, et notamment sur l'utilisation des produits phytosanitaires, des insecticides. On le voit d'ailleurs, et on l'a vu au moment de la signature de la pétition sur la loi du plomb. Là aussi, il y a quand même une conviction très largement partagée que l'abus de produits chimiques dans notre environnement a des conséquences sur notre santé. La France est un des pays où l'épidémie de cancer est la plus virulente. Ça doit nous poser des questions. C'est pas juste embêter le monde des normes, c'est protéger la santé, y compris d'ailleurs la santé de ceux qui travaillent dans certains secteurs. Donc je pense qu'il faut se poser les bonnes questions pour avoir des normes aux bons endroits, et notamment, là je peux comprendre que parfois, notamment vous avez parlé de l'agriculture, on puisse dire, donc nous on n'a pas le droit d'utiliser ces produits, mais on a le droit de vendre en France des productions agricoles qui ont été traitées par ces produits. Et ça, je suis d'accord qu'il y a une logique là qui ne fonctionne pas. Il faut se dire qu'il y a un certain nombre de produits qui sont potentiellement dangereux pour la santé, je le rappelle, des agriculteurs et des consommateurs, et qu'on ne doit pas pouvoir consommer ces produits où qu'ils soient produits, y compris si c'est à l'extérieur de l'Union européenne. Maxime Pavlak, vous êtes entrepreneur, vous ne représentez pas réellement ici les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, mais vous en êtes un des dirigeants. L'idée de rajouter des normes pour protéger les consommateurs, comme Cécile Duflot l'a rappelé, ce n'est pas dans n'importe quel but. Ça vous inspire quoi ? Vous dites encore des nouvelles normes, ou alors votre sensibilité écologiste vous fait entendre ça, accepter ça, voire même demander de nouvelles normes ? Non, mais là, on ne parlait pas d'ajouter des normes pour les Français, pour les produits produits en France. On parlait d'aligner les normes des produits à l'international au moment où on les importe, pour pas qu'ils soient en dissymétrie de compétition par rapport à justement nos produits internes. Nous, aujourd'hui, en France et en Europe, on a un certain nombre de normes. Pour certaines normes en Europe, on est aligné. Pour certaines autres, on est mieux disant en France que d'autres pays européens. Mais on a un marché intérieur européen qui nous permet déjà d'avoir une certaine autonomie alimentaire européenne, qui est quelque chose d'intéressant et qui sont des débouchés pour nos agriculteurs. Ça fonctionne plutôt pas mal. La question, c'est quand on importe des produits... alors, il peut y avoir des compétitions intra-européennes, mais quand on apporte des produits encore d'autres continents qui, eux, vraiment ont des normes très différentes et qui viennent en compétition. Ceci étant, ça pose problème à nos agriculteurs. Mais nos agriculteurs et notre industrie et de manière générale notre production française a aussi besoin d'exporter. Et la petite difficulté qu'on a, pour le rappeler quand même, c'est qu'on est dépendant énergétiquement, on est dépendant pour notre sécurité. Et donc, quand on négocie des traités internationaux, il faut quand même juste se dire 5 minutes qu'on ne parle pas que de l'agriculture. On n'est pas en train de dire toi, tu m'importes tes produits qui ne sont pas avec les mêmes normes, et moi, non, il y a un échange en réalité. Et souvent, quand on sacrifie un petit peu un secteur, on vient apporter des débouchés à un autre. Donc, ce n'est pas simple de naviguer là-dedans, dans la position de la France. C'est pour ça que la France, elle doit contribuer à gagner en indépendance et en autonomie. Parce que tant qu'on n'est pas indépendant, tant qu'on n'a pas de souveraineté sur nos enjeux fondamentaux, en fait, on est à la merci du marché et de certaines choses. Je ne dis pas qu'on ne peut rien faire, mais je dis que ça complexifie notre position dans les relations internationales.
Et la transition écologique et énergétique est un élément de souveraineté. Je veux dire, il faut le rappeler. C'est une évidence. Avec le changement climatique, l'anticipation et la bonne façon de produire en agriculture est aussi une manière de devenir souverain dans la durée. Donc en fait, il ne faut pas opposer le truc. C'est par cette autonomie, par cette souveraineté qu'on gagnera la capacité aussi à vivre sereinement et à pouvoir vivre avec des normes qui, justement, protègent le consommateur. Donc, voilà, je n'oppose pas les sujets, mais il y a cette complexité. Vous êtes assez d'accord, tous les deux. Hein. C'est un peu inquiétant, parce que l'émission s'appelle « En débat ». Moi, j'ai envie de vous entendre. On peut débattre sans être en désaccord. Hein. On peut se compléter aussi. Ce n'est pas forcément négatif. Je pense qu'il y a quand même une réalité. C'est quand on est sensible à la gravité de la crise écologique, ça fait forcément converger, même quand on part de points différents, même avec des approches différentes. Il y a quand même une urgence qui est une urgence considérable. Et je pense qu'il y a un élément central qui est que si on ne lie pas ces enjeux climatiques aux questions de justice sociale, on ne s'en sort pas. On a eu plein d'exemples en France, notamment avec les Gilets jaunes, c'était marquant, mais on voit bien que ce soit avec les ZFE, avec d'autres sujets, les politiques environnementales, elles doivent être liées politique sociale, de manière consubstantielle. Et nous, chez Oxfam, c'est un travail de longue date, parce que je l'ai dit, hein, l'histoire de cette organisation, c'est de lutter contre la pauvreté. Ensuite, on s'est rendu compte que ce qui empêchait de lutter bien contre la pauvreté, c'était les inégalités et l'accaparement des richesses. Ah oui, d'accord, la montée des inégalités. La montée des inégalités et l'accaparement des richesses chez les ultra-riches. Et parallèlement, la dégradation du climat, c'est-à-dire que toutes nos missions menées avec des communautés pour développer l'agroécologie face à des alternances de grandes sécheresses et de pluies diluviennes, vous avez tous les efforts qui sont réduits à néant et qu'on sait aujourd'hui documenter l'impact sur l'aggravation de la pauvreté de 1/10 de degré. Hein. Donc on sait très bien que si on n'aborde pas ces deux sujets simultanément, on n'arrivera à résoudre ni l'un ni l'autre. Vous parlez de l'impact en France sur la vie concrète des Français ou d'un impact peut-être plus lointain dans les pays plus vulnérables ? De l'impact dans le monde. Hein. On sait par exemple que si on reste en dessous de 1,7 degré, on aura à horizon 2070 4 millions de personnes qui vivront avec moins de 1,90 $ par jour. Si on atteint 2,5 degrés, donc ce n'est pas un grand écart, ce sera 130 millions. Donc cet impact-là, il est déjà documenté, c'est-à-dire que le prix de l'inaction, y compris en termes de PIB, il est documenté. On sait que ça va coûter beaucoup plus cher de ne rien faire et de subir les conséquences du dérèglement climatique que d'agir. Mais ça, Cécile Duflot, c'est quelque chose qui est documenté, oui, scientifique, oui, mais qui reste malgré tout abstrait. Si je suis français, que je suis en France, que j'écoute KTO, je me dis, mais en fait, quel rapport ? Est-ce que ça va m'arriver, en fait ? Bien sûr, que ça va avoir des conséquences ? Et ça arrive déjà. Que vous regardiez KTO ou pas, d'ailleurs, tous les gens qui vivent en France sont dans un des pays les plus vulnérables. Il suffit de regarder, tout le monde est obligé d'avoir une assurance immobilière. Regardez l'évolution du prix de votre assurance. Les assureurs, c'est une machine. Hein. Ils prennent le risque et puis ils le traduisent en montant de cotisations. Aujourd'hui, les cotisations, elles se sont envolées parce que le risque a augmenté, parce que les coûts sont bien plus importants. Donc ça, c'est une première réalité. Mais il y en a une autre sur les conséquences sur la santé, parce que les vagues de chaleur, c'est extrêmement coûteux pour la santé de ceux qui travaillent, mais pas seulement, pour les plus vulnérables, pour les personnes âgées, avec des conséquences sur la suroccupation des hôpitaux, avec des dégradations à plus long terme. Hein. Par exemple, aujourd'hui, on a bien documenté le fait que les travailleurs qui sont exposés durablement à la chaleur souffrent ensuite de maladies rénales. Ça s'est vu notamment avec les travailleurs népalais qui sont partis au Qatar construire les stades pour la Coupe du Monde, qui sont retournés chez eux et qui sont tombés malades, et très gravement malades. Donc, on ne mesure pas encore complètement la réalité de ces impacts, mais on sait qu'ils existent. Ils sont déjà là. Mais je vais vous expliquer, pour moi, il y a quand même une grande interrogation qui est pas. Donc on sait ce qu'il faudrait faire et on ne le fait pas. Pourquoi ? Par exemple, quand on travaille avec Bercy, qui a commencé à avoir des scénarios très précis sur ce que serait l'investissement pour à la fois baisser nos émissions et être conforme à la trajectoire de l'accord de Paris, mais aussi pour commencer à travailler à l'adaptation au changement climatique. En fait, on calcule ce que ça a comme impact sur l'économie, mais par rapport à un modèle où tout resterait stable. On n'a pas encore le modèle qui dit combien ça coûterait de ne rien faire et de gérer les conséquences du changement climatique. Et donc c'est difficile en termes de pilotage de politique publique, justement, de se dire, si on n'agit pas,
ça ne va pas être comme d'habitude, ça va coûter beaucoup, voire beaucoup, beaucoup plus cher. Et là, on n'a pas encore bien les modèles, ce qui, je crois, freine aussi une partie de la décision publique. Les agriculteurs sont une population de plus en plus paupérisée. Il y a une grande question de revenus dans le monde agricole, donc elle est directement concernée aussi, cette population. Est-ce qu'elle est pour autant consciente qu'il y a quelque chose à changer? On n'a pas l'impression, d'après les résultats, par exemple, des dernières élections aux chambres d'agriculture, où ce n'est pas ceux qui prônent une adaptation au changement climatique qui ont eu le plus franc succès. Oui, alors, déjà, un petit message d'optimisme quand même, parce que depuis que je suis dans le monde agricole, ça fait maintenant 6 ans, je réalise que beaucoup d'agriculteurs vont bien. Enfin, faut quand même je me permets, je passe un message, je le dis. L'angle qui est pris sur les agriculteurs de manière générale dans les médias est extrêmement misérabiliste et ça agace beaucoup le monde agricole. Donc voilà, je me fais leur porte-parole parce qu'il y a plein d'agriculteurs qui vont bien, qui gagnent bien leur vie, qui sont contents, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Beaucoup de suicides quand même. Bien sûr, c'est la population où il y a le plus de suicides. Donc évidemment, il y a aussi beaucoup de souffrance. Mais voilà, je passe quand même ce message pour ne pas généraliser. L'agriculture française, en fait, est extrêmement contrastée. Ça dépend des territoires, ça dépend des productions, ça dépend de qui est l'agriculteur, de ses débouchés, des outils de transformation sur le territoire ou pas. Donc, c'est très contrasté. Et puis, ça dépend aussi de la conjoncture. Voilà. L'agriculteur que nous, notre métier, c'est d'installer des jeunes. Je peux vous dire que 70% des jeunes ont envie d'aller vers des pratiques durables, transition, de planter des haies, des arbres, d'avoir une agriculture de conservation des sols, d'aller vers le bio. Chacun va avoir son approche de la chose en fonction justement de son territoire, de ses débouchés, parce que tout n'est pas possible partout. Mais ils ont très massivement, majoritairement, envie. Ils n'ont pas spécialement envie de manipuler des engrais et des pesticides toute la journée. C'est pas ça qui les fait vibrer, c'est la passion, le vivant, etc. Donc, moi, je suis assez optimiste sur le fait qu'avec l'arrivée de cette nouvelle génération, si on arrive à l'installer, il y a déjà l'envie de la transition. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la mise en œuvre de cette transition, elle a un coût d'investissement. Elle peut avoir un retour sur investissement, ça dépend de quoi on parle, mais elle a aussi un coût d'investissement, donc il faut des solutions de financement. Voilà, comme souvent d'ailleurs avec le sujet de transition, les sujets de transition, dans le monde agricole c'est vrai aussi. Aujourd'hui, nous, quand on va avoir des jeunes motivés pour le faire, si on ne leur propose pas des solutions de financement de la transition, ils ne vont pas pouvoir le faire, même s'ils ont très envie de le faire. Il y a certaines petites choses qu'ils vont pouvoir faire eux-mêmes, qui ne nécessitent pas d'investissement, mais quand on parle de lourds investissements, c'est très compliqué s'ils ne sont pas financés. Donc il y a un coût de cette transition. Par contre, les gens sont moteurs pour y aller. Si on leur finance ce coût de la transition, les agriculteurs ne peuvent pas supporter seuls le coût de la transition et on ne peut pas les pointer du doigt en leur disant « pourquoi tu ne le fais pas ?» alors que c'est un investissement, c'est une prise de risque qui, évidemment, n'ont pas la marge de manœuvre de faire seuls. Alors, je me dis, si je suis devant ma télévision ce soir, que je regarde KTO, que j'habite dans un territoire rural ou une grande banlieue, peut-être que je me dis, ils ont raison, c'est très intéressant, mais en fait, c'est très, très décalé de ma situation. Je pense, par exemple, à la question des véhicules thermiques. Vous avez tout à l'heure employé le mot ZFE en passant, zone à faible émission, que certains ont qualifié de zone à forte exclusion. Bon, c'était assez facile et assez tentant, mais ça correspond vraiment à quelque chose de ressenti. Si je n'ai pas les moyens, aujourd'hui, je suis banni du centre-ville, de l'accès à la culture, à des modes de consommation aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette question vraiment absolument fondamentale aujourd'hui, c'est-à-dire je n'ai pas les moyens de prendre ma part en fait, de cette transition écologique et ce sont des approches qui viennent un petit peu d'en haut. Enfin, j'aimerais vous entendre échanger là-dessus. Alors, c'est vrai que c'est une difficulté. Pour le coup, je reconnais humblement qu'il y a eu un tel sentiment d'urgence de la part de certains écologistes, plus une vision presque administrative de certaines décisions, qui n'a pas mesuré à la fois l'impact concret sur la vie des gens, mais aussi l'impact émotionnel.
de se dire, même si je ne vais jamais en voiture à tel endroit, savoir que je n'ai plus le droit d'y aller, c'est problématique. Alors, vraiment, je pense que la ZFE, c'est une politique publique qui s'interroge dans ses modalités, pas dans son principe. Faire baisser la pollution, limiter les émissions de particules fines qui provoquent des maladies respiratoires chez les enfants et chez les personnes âgées les plus fragiles, ça tombe sous le sens. La question, c'est comment justement on fait pour changer un modèle où des gens sont complètement dépendants de leur voiture pour travailler, par exemple, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont allés habiter loin de leur lieu de travail. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est que si on accompagne socialement la transition, et donc qu'est-ce qui a été mis en place? Le leasing social, c'est-à-dire le fait de payer 100 € par mois et d'avoir un petit véhicule électrique, il y a beaucoup plus de demandes que de possibilités budgétaires aujourd'hui. Donc on voit bien que là, la question, ce n'est pas un problème, j'allais dire, principiel à l'égard de la voiture électrique, c'est juste de dire, en fait, on n'a pas les moyens de changer de voiture, ce qui est une réalité pour tout un tas de gens. Mais ça veut aussi dire que la question de l'ampleur des politiques publiques est essentielle. Carbone 4 a montré que même si on était tous absolument exemplaires sur... Qu'est-ce que c'est Carbone 4 ? C'est un cabinet d'études sur la transition écologique et notamment sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ils ont fait le travail pour dire si on était tous exemplaires dans nos consommations, nos modes de transport, on atteindrait 25% des efforts qu'il faut faire pour tenir la trajectoire décidée lors des accords de Paris en France. Les 3/4 nécessitent des politiques publiques. Parce que vous ne pouvez pas changer de mode de transport si vous n'avez pas de transport en commun à proximité. Donc je pense que c'est très important de se dire que ça ne doit pas peser, et donc je le dis aux gens qui nous regardent, sur les épaules individuelles de chacun. Il doit y avoir des politiques publiques d'ampleur. Ce qui veut dire qu'il va aussi y avoir potentiellement des contraintes, mais des contraintes, on en a... tout le temps dans toute notre vie. Et je raconte souvent que pour que les gens bouclent leur ceinture de sécurité, il a fallu qu'on rende ça obligatoire et qu'on enlève des points et qu'on mette une amende. Alors que la ceinture de sécurité, elle sauve la vie des gens qui la portent. Faire des efforts pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre, c'est un peu comme porter une ceinture de sécurité. Ça va nous préserver. Donc, il faut qu'on soit tous capables de les faire, mais pour que ce soit acceptable, il faut que ce soit juste, c'est-à-dire qu'il faut que personne ne puisse en exonérer, et notamment pas ceux qui ont beaucoup plus d'argent. Deuxième chose, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement qui soient mises en œuvre pour que ce soit rendu possible, tout simplement. Parce qu'il y a des gens, sinon, qui sont coincés. C'est ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. C'est des gens qui étaient partis habiter loin de leur lieu de travail et à qui on disait, maintenant, c'est terminé, vous allez payer l'essence beaucoup plus cher, et qui disaient, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis coincé. Oui, moi, on ne peut que être d'accord avec ça, mais la question quand même, c'est comment on le finance. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut des politiques publiques pour accompagner socialement la transition. Aujourd'hui, dans un monde où notre marge de manœuvre budgétaire est faible, voire inexistante, où on est déjà l'État qui dépense le plus en dépenses publiques au sens large au monde, il y a la Finlande qui a 0,5 points dessus, mais enfin... Voilà, c'est des chiffres qui sont quand même assez probants. En France, on est un État extrêmement social et où l'État est parmi les modèles mondiaux le plus de place en termes de dépenses. Comment on fait pour financer? Où est-ce qu'on trouve des marges de manœuvre? Et là, pour le coup, en fait, et c'est peut-être un vrai sujet de réflexion, c'est où est-ce qu'on va aller taper dans nos dépenses sociales? Parce que c'est le sujet. Il y a aussi le fonctionnement de l'État, mais les deux sont les plus élevés du monde. Donc il faut aller chercher des deux côtés. Voilà, on ne va pas être d'accord. Voilà. Alors moi, j'ai révisé mes stats INSEE, donc voilà. Oui. Donc sur les stats INSEE et les comparatifs mondiaux. C'est là que je m'interroge, c'est pourquoi est-ce que dans le même temps on dit on ne doit pas appliquer par exemple une réforme des retraites qui, à mon sens, faire travailler un peu plus longtemps les gens, a plus de sens que de ne pas financer la transition écologique qui est nécessaire. Et je pense malgré tout qu'à un moment donné, il faut quand même faire des choix. C'est-à-dire qu'on aimerait tous maintenir un modèle archi-social, et ne pas allonger la durée de travail. En même temps, à un moment donné, gouverner, c'est faire des choix. Et si on ne les fait pas, le risque, c'est que, ou si on rejette tout et qu'on ne bouge pas, on est sûr d'aller dans le mur. Donc, moi, j'invite la gauche, effectivement, à dire, OK, où est-ce qu'on va financer ça? Au-delà de dire, il faut le financer. Je suis d'accord avec ça, et c'est nécessaire, mais il va falloir trouver des marges de manœuvre, et c'est loin d'être évident. Ça ne peut pas reposer que sur les entreprises, parce qu'en fait, on a un problème de... Il y a un tiers des entreprises, déjà, qui perdent de l'argent. Voilà, il y en a 2 tiers qui en gagnent.
on est limite. Et cette cote-part augmente d'entreprises qui perdent de l'argent. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui investissent leur argent pour entreprendre, qui perdent de l'argent, qui n'y arrivent pas, des investisseurs qui perdent de l'argent. Il n'y a pas que des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et donc c'est un équilibre qui est délicat. Mais je pense que parmi les équilibres délicats, si on est l'État qui dépense le plus en dépenses de l'État au monde, c'est certainement qu'ici, il faut qu'on trouve des marges de manœuvre. On n'a pas le choix si on veut pouvoir financer ça. Alors d'abord, pourquoi on est l'État qui a le plus haut niveau de dépenses publiques ? Parce que nous, on intègre des dépenses publiques on intègre des dépenses dans nos dépenses publiques que d'autres n'intègrent pas. Nous, on intègre les dépenses de santé dans les dépenses publiques, pas les Américains, pas plein de pays. On intègre les dépenses d'éducation. Donc, en fait, vous pouvez dire, on a une grosse dépense publique, mais en fait, si vous ne payez pas pour envoyer vos enfants à l'école, c'est pas la même chose que si vous devez payer pour envoyer vos enfants à l'école, pour les faire opérer de l'appendicite, pour financer votre retraite vous-même. C'est-à-dire que comparer les dépenses publiques en montant, si on ne regarde pas ce qu'il y a à l'intérieur, ça n'a pas de sens en soi. Parce que, effectivement, vous paierez moins de cotisations sociales, mais vous devrez payer énormément pour vous assurer une assurance santé. Vous devrez payer énormément pour financer votre retraite. Donc, c'est toujours un argument qui est un peu spécieux, c'est de dire qu'est-ce qu'on met dedans. Et effectivement, en France, on a choisi de rendre collectif beaucoup de dépenses de santé. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que si on compare avec d'autres systèmes, ça coûte au final moins cher. C'est-à-dire que les coûts de santé, quand vous les mutualisez sur tout le monde, ils sont moins chers que quand ils sont gérés individuellement avec des assurances privées. Et on soigne mieux les gens. Même si en France, on a été en recul, historiquement, on regarde. J'ai étudié très récemment un certain nombre de systèmes de santé, et il y a des pays qui se sont rendus compte qu'en fait, vous avez un meilleur système de santé quand vous soignez tout le monde. Pourquoi ? Parce que du coup, les médecins deviennent bien meilleurs. Si vous avez un neurochirurgien qui opère 3 personnes tous les 6 mois, parce que personne n'a les moyens de se payer de ces opérations, il sera un moins bon neurochirurgien que s'il opère tous les jours tous les gens qui ont besoin de ces opérations. Donc, ce que je veux dire, là qu'il faut aller chercher, mais alors c'est où ? Alors, je dis, ne disons pas « Ouloulou, on est les champions de la dépense publique ». On ne peut pas être loin. Oui, non, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on met dedans ? Oui, non, mais je comprends. Voilà, Malgré tout. Si vous additionnez les dépenses des autres pays qui pèsent sur les épaules des individus, c'est un autre modèle. Nous, on a un modèle plus solidaire et je pense que c'est un bon modèle. Moi, j'aime bien ce pays où vous avez un bébé malade, vous allez à l'hôpital et vous êtes sûr qu'on va le soigner. On ne vous dit pas « Ah non, vous n'avez pas la bonne carte bleue, vous n'avez pas assez de montant ». Je trouve que ça, c'est un bon modèle. Mais à système comparable, on reste quand même plus élevé avec d'autres pays. Vous prenez un exemple où la santé ou l'éducation ne serait pas comprise. Effectivement, ce n'est pas comparable. Voilà. Mais à système équivalent qui prennent aussi la santé et l'éducation, on reste plus élevé. Ça varie. En budget justice, par exemple, on est très en deçà de plein de pays. Oui. Je pense que nous, ce qui peut être interrogé, c'est l'articulation entre les différents niveaux de politique publique. On a des communes, des départements, des régions, et je pense que là, il y a peut-être matière à être un peu plus efficace pour aller dans votre sens. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'en matière d'entreprise, puisque vous en avez parlé, c'est une erreur de dire les entreprises en général, parce qu'il y a plein d'entreprises, et les inégalités qu'on retrouve entre les individus, on les retrouve aussi au sein des entreprises. Parce que on parle de dépenses, la première dépense de l'État, maintenant ça a été bien documenté par un rapport sénatorial, c'est les aides publiques aux entreprises, c'est-à-dire de l'argent public qui va dans les entreprises. C'est très important, c'est entre 210 et 270 milliards d'euros, c'est considérable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont plus dans les grandes entreprises que dans les petites. Pourquoi ? Parce que les grandes entreprises ont plus les moyens d'utiliser des cabinets ou des ressources internes pour aller chercher ces aides publiques qui sont parfois exagérées. Donc, si on veut faire des économies, on sait que là, il y a un gisement d'économies absolument considérable. C'est le premier poste de dépense de l'État, devant l'éducation. C'est quand même très significatif. Donc oui, il y a des marges de manœuvre. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que l'investissement, et ça, un chef d'entreprise peut bien le comprendre, si on n'investit pas dans la transition écologique, on va payer plus cher. C'est-à-dire que là, c'est un choix qui est un choix rationnel, de se dire soit on paye un peu maintenant, soit on paiera beaucoup plus cher après. Et je dis qu'il faut le faire. Je demande comment on le finance. Et donc, sur comment on le finance, pour le coup, je termine. Nous, on a fait cet exercice chez Oxfam et on a publié ce qu'on appelle le manifeste fiscal d'Oxfam France qui dit voilà comment on mobiliserait des nouvelles ressources et voilà comment on les utiliserait. Et ces nouvelles ressources, elles ne pèsent pas sur tous ceux qui gagnent individuellement moins de 2 600 € net, par exemple. Donc, on exclut vraiment une grande partie, on n'augmente pas la charge d'imposition sur une grande partie de la population. Mais ça a été montré. Aujourd'hui, en France, on est devenu un paradis fiscal pour les ultra-riches. Mais avec une ampleur de potentiel fiscal qui est considérable. Donc la question, c'est justement de remettre de la justice fiscale. Et vous savez, c'est drôle parce que même Michel Barnier avait dit « Je n'exclus pas
davantage de justice fiscale. Donc on le sait aujourd'hui qu'il y a une partie des très grandes entreprises et une partie des très gros patrimoines et des plus riches des plus riches. On est quand même un pays socialiste, collectiviste, qui a quand même eu l'homme et la femme les plus riches du monde. Moi, ça me fait doucement rigoler. Ça, c'est l'égalité des genres, ça vous réjouit. On est le champion d'Europe de distribution des dividendes. Enfin, on n'est pas un pays, souvent on dit, voilà, le pays le plus redistributeur. Enfin, ça ne ruine pas du tout les ultra-riches. Il y a des fortunes considérables d'un petit pays comme la France qui permet ça. Donc je pense qu'on peut mettre davantage d'égalité et qu'une partie d'entre eux, d'ailleurs, une partie de ces fortunes, je pense à celle de la famille Saadé, ont été énormément aidées par la puissance publique, par l'État, et que pendant la crise financière et pendant le Covid, toutes ces entreprises ont beaucoup apprécié la politique massive de rachat d'actifs qui a été mise en place pour leur éviter d'être dans la difficulté. Donc la solidarité, elle peut aussi se jouer par des taxes sur les super-profits. Il y a aujourd'hui des marges de manœuvre fiscales sur ces ultra-riches qui ne sont pas inopérantes sans ruiner personne. Si on enlève 99% de sa fortune à Bernard Arnault, il est toujours milliardaire. Donc je pense que voilà, il ne faut pas dire les entreprises, comme il ne faut pas dire les agriculteurs. Vous avez bien fait de le rappeler. Il y a des agriculteurs, ma famille est originaire de la Brie, il y a des agriculteurs qui vont très très bien. Bon, alors, on a compris que vous n'étiez pas complètement d'accord sur comment financer. On ne va pas refaire tout le débat budgétaire parce qu'on s'est aperçu ces dernières semaines qu'il était quand même assez complexe. Mais c'est vrai qu'en vous écoutant, je me disais, oui, il y a eu l'affaire de MaPrimeRénov'. Comment on fait cette prime qu'on a mise en place, qu'on arrête, qu'on veut remettre? On voit quand même qu'il y a à un moment donné un problème budgétaire quand même. Enfin, vous avez bien aborder ce sujet. Vous êtes sur KTO, vous nous écoutez peut-être aussi sur KTO Radio, dans l'émission En débat. Il nous reste quelques minutes dans cette discussion passionnante. Et je ne voudrais pas quand même qu'on oublie, puisqu'on parle des pauvres, le dimanche 16 novembre, c'est la journée mondiale de la pauvreté. C'est une journée mondiale, et donc je ne voudrais pas qu'on oublie la planète, c'est-à-dire le monde entier. Cette question de pauvreté, de justice sociale, c'est évidemment une question géopolitique aussi. J'imagine que pour Oxfam, c'est une priorité en plein dans cette COP 30. Oui, et d'ailleurs, la COP 30, c'est la COP où, et notamment parce que Lula est le président du Brésil et a mis ce sujet à l'agenda, où la question climatique est aussi vue sous l'angle de la justice. Il faut savoir que les conséquences du changement climatique, elles touchent majoritairement les pays les plus pauvres de la planète déjà aujourd'hui, alors qu'ils ne sont en rien responsables de l'accumulation d'émissions de gaz à effet de serre. Les 50% les plus pauvres émettent moins de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et à l'inverse, les 10% les plus riches émettent 51%, encore aujourd'hui. Et si on prend sur un plan historique, c'est encore plus important. Et donc le débat qui était un débat de solidarité, il s'est déplacé, à l'initiative notamment d'un certain nombre de ces pays, vers un débat de justice, en disant en fait, nous, on est victimes de cette situation, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Il est juste, légitime que ceux qui nous ont mis dans cette situation réparent, avec des sources possibles de financement de ces nécessités de budgétisation de la solidarité, qui sont une taxation sur le transport maritime, sur les compagnies pétrolières, sur ceux qui sont les principaux responsables, mais aussi sur les plus riches. Ça a été mis à l'agenda du débat international par le président Lula. Donc, poser la question en termes de justice, c'est aujourd'hui la manière dont on pourra aussi éviter que se créent des tensions géopolitiques extrêmement fortes. Parce qu'on voit bien, avec l'émergence d'un débat au niveau du Sud global, cette idée de se dire, en fait, on ne doit pas être à la fois les victimes et ceux qui n'ont pas les moyens de financer les conséquences du changement climatique, alors que nous ne sommes pas responsables. Et je trouve que la manière dont le débat s'est déplacé, avec une voix très particulière prise par les peuples autochtones, qui eux aussi, pour le coup, avaient pour beaucoup d'entre eux une capacité de vie sur la planète sans aucun impact négatif, et qui sont, notamment dans l'Amazonie, mais à d'autres endroits, victimes de la déforestation, victimes de la limitation de leur espace de vie, eux aussi ont décidé de prendre une voix assez forte dans les débats lors de la COP de Belém. Maxime Pavlak, est-ce que les entrepreneurs dont vous êtes attendent quelque chose de la COP 30, ou c'est essentiellement un rassemblement d'ONG et de politiques? Est-ce que, voilà, dans le monde de l'entreprise, on attend quelque chose, on a envie peut-être d'apporter quelque chose aussi dans le panier de cette COP 30?
En tout cas, sur la question de la pauvreté remise au centre est un sujet qui, chez les chrétiens de manière générale, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens en particulier, l'option préférentielle des pauvres fait partie de la doctrine sociale chrétienne. Donc ça a toujours concerné les chrétiens de prendre soin des plus pauvres et des plus fragiles. Et je pense que c'est vraiment important de se remettre en tête ce qui était déjà dans Laudato Si il y a maintenant 10 ans, cette dimension d'écologie intégrale, c'est-à-dire que ma relation au Christ, ma relation aux plus fragiles et ma relation à la création sont un tout indissociable, parce que si je prends soin de la maison commune, je prends soin du plus fragile, parce que je le fais, je prends soin de la création que Dieu m'a confiée, donc je le fais aussi parce que j'ai une relation. Et donc c'est absolument fondamental de reparler d'une dimension spirituelle qui, je pense, pour les chrétiens, doit être quelque chose d'attractif, c'est-à-dire on propose quelque chose d'une évolution de notre relation au monde, à l'autre, à la création, qui fait du bien à l'âme et qui vient soigner notre âme. Et je crois qu'aujourd'hui, les désordres du monde sont le reflet de désordres intérieurs, c'est-à-dire de manière très générale. Si les gens font la queue au BHV massivement pour acheter frénétiquement des produits, c'est qu'il y a quelque chose d'un dysfonctionnement spirituel et que la transition elle passera aussi par une question spirituelle. Je ne parle pas forcément que tout le monde vienne se convertir au catholicisme, hein, ce n'est pas mon propos, mais néanmoins de toucher une compréhension un peu plus profonde chez les gens, de donner envie d'aller vers une vie qui est plus riche, même si elle est quelque part moins remplie de consommation, de biens, etc., d'aller vers quelque chose de plus essentiel. Et je pense qu'on ne parle pas assez du côté attractif et joyeux que peut avoir cette transition. C'est quelque chose qu'on essaie de porter, nous, en tant aussi qu'entrepreneurs. Oui, en vous écoutant, je me disais que c'était finalement les mots du pape Léon XIV, qui parle d'écologie intégrale et qui a adressé son message à la COP30, au deuxième jour de cette COP30. Donc merci Maxime Pavlak et merci Cécile Duflot d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de KTO. Merci de nous avoir suivis pour cette émission En débat et à très bientôt sur KTO.